Bonjour à tous. Merci William pour la présentation. Comme ça, si j'avais pas de stress, t'es sûr d'en avoir mis. Donc, vous voyez pas l'écran. Donc. Ça marchait tout à l'heure. Ah, mais normalement, avec le site A5, ça se faisait tout seul tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. De toute façon, les titres, on n'en a pas vraiment besoin. Je suis là pour vous parler de qualité durable et des défis qui sont liés à cette qualité durable. Voilà, parfait. Donc, ça marche plus. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de défis, notamment savoir ce qu'est la qualité durable. Et vous allez pouvoir très vite vous en rendre compte. C'est très large, très global, et c'est beaucoup trop important pour mon petit cerveau tout seul. Donc on a créé un groupe de travail pour parler de ce sujet, avec des personnes très investies, dont certaines sont dans la salle. Donc je pense notamment à Sylviane, qui est là-bas. Lydie, je ne sais pas si Lydie est arrivée. Donc elle est derrière. Benjamin Buttel, qui fait partie de l'organisation de la PTC. Et Stanislas Bobiak. Donc beaucoup de personnes d'horizons différents pour essayer en fait de mieux et de parler au mieux de cette qualité durable. Donc comme vous l'avez compris, c'est un travail collectif. Donc je vous demande d'accueillir Stan qui va en fait venir parler du sujet avec moi. Parce que c'est quand même mieux de parler à plusieurs de ce sujet. Donc Stan, je vais te laisser te présenter rapidement. Bonjour à tous et à toutes. Stanislas Bobiak. Donc, j'ai eu le plaisir de travailler avec Marc pendant quelques années. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis je suis actuellement consultant chez Galit, une société qui s'occupe du paiement. Et j'y pratique mes premiers amours, qui seront certainement mes derniers amours jusqu'à la fin de ma carrière, qui sont le test logiciel. Je suis test manager et donc j'ai le plaisir et l'honneur d'accompagner Marc sur cette présentation autour d'un sujet, comme Marc l'a dit, très complexe. Et on va le voir tout de suite ensemble. Donc il faut savoir que Stan et moi, on est amenés à faire pas mal de conseils, d'accompagnement. Et on a repéré des problèmes dans l'industrie de l'IT, des problèmes que beaucoup de personnes connaissent, mais qu'on a catégorisés. Donc, deux types de problèmes qui nous semblent vraiment importants et liés. Les problèmes liés à tout ce qui est humain et des problèmes plus écologiques. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a constaté avec notre groupe de travail, que beaucoup constatent, c'est que aujourd'hui, les logiciels sont devenus des outils très importants dans notre performance, dans les activités du quotidien, qu'on soit une entreprise, qu'on soit un particulier pour différents usages. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ces usages sont parfois détournés, ne mettent plus forcément l'humain au centre du questionnement qu'on peut avoir sur le besoin, sur la solution à trouver à un problème. On pense notamment souvent avec Marc à Cambridge Analytica, où on a eu de détournement, le hacking de l'opinion au profit de considérations politiques. Ce matin, en venant ici, j'écoutais Sam Altman, que vous connaissez peut-être, qui est une des figures clés d'OpenAI, qui parlait notamment de l'hacking de l'attention aussi avec les réseaux sociaux. On a vite fait de se perdre 1 heure, 2 heures, et perdre 2 heures de sa vie littéralement en regardant des shorts ou sur Instagram ou sur YouTube. Donc l'enjeu, c'est vraiment de recentrer en fait l'humain dans la vision autour
de la solution des problèmes et donc des logiciels, et du coup de quitter un petit peu cette vision basée uniquement sur la performance économique, sur la performance aussi technologique au détriment de tout ce qui fait l'essence humaine, hein, des émotions, et aussi d'installer quelque chose qui va apporter de la valeur à long terme à l'être humain, et pas forcément en one shot, en instant gratification, comme on dit en anglais, sur ces sujets. Et les problèmes IT et humains, c'est pas seulement les usages, les utilisateurs, c'est aussi des choses que l'on va vivre au quotidien, avec des phénomènes de désengagement, notamment. Tout à fait. Et du coup, si on revient un petit peu à ce problème, une des premières solutions qu'on a pensées, c'est de faire évoluer l'ISO 25001 pour y ajouter peut-être un nouveau critère qui serait un garde-fou. Hein, je ne vais pas le représenter, mais les différents types de critères de la qualité sont dans cette ISO, et on souhaiterait rajouter un critère humain qui définit plutôt bien ces trois attentes qu'on pourrait avoir de nouveau, autour de l'éthique, autour de la durabilité des usages, un petit peu en complément, en prolongement de la portabilité ou de la fiabilité, de la maintenabilité, et bien sûr l'impact que ça peut avoir de façon durable sur l'humanité, hein, et sur l'environnement. Le second problème de l'IT, je pense que de toute façon, vous connaissez un peu tous, c'est 4% des émissions de CO2. On a un impact, on nous parle beaucoup d'IT for Green. Alors je vais être un peu trash, mais pour moi c'est du bullshit. C'est un peu une solution technologique seule n'apportera rien. On le voit bien, hein. Tout le monde se débrouillait bien avec la 3G, on a eu la 4G, maintenant il n'y a plus assez avec la 4G, on va devoir passer à la 5G. Les LED, qui étaient censés faire économiser l'électricité, maintenant dans toutes les maisons, il y a des jardins avec des guirlandes et des LED partout. Les panneaux solaires qui sont censés aider, mais en fait on fait des mini panneaux solaires pour avoir une lampe dans le jardin. Donc la technologie c'est bien, mais c'est pas la technologie qui va faire avancer, qui va faire que l'on consomme moins. 4% des émissions, c'est pas forcément énorme, on peut se dire, c'est quand même plus que l'aviation. Alors c'est plus important que l'aviation, il y a plus d'utilisateurs que l'aviation, mais il y a cette part à faire, et c'est plus que la part du colibri. Un chiffre aussi assez important à retenir, c'est le coût de construction, notamment des ordinateurs portables et des smartphones. Et un des gestes les plus efficaces que l'on peut faire, c'est juste acheter moins souvent des téléphones. J'ai personnellement un vieil iPhone que j'ai eu en 2017, mon premier téléphone pro. Quand je suis arrivé chez Kestit, j'ai dit non merci, j'ai pas envie d'avoir de téléphone. Juste, je vais garder mon iPhone qui suffit. En plus, il est pratique, il est petit, parce que la mode des grands téléphones, c'est pas pratique dans les poches. Alors, vous vous doutez bien que sur l'écologie, l'éco-conception, on est très loin d'être les seuls à réfléchir dessus. Dans le groupe de travail, il y a quelqu'un qui s'appelle Guillaume Quérien, qui travaille en collaboration avec l'INR, l'Institut du numérique responsable, qui a déjà planché sur le sujet et qui apporte beaucoup de propositions, et notamment des éléments sur des questions que l'on peut se poser lorsque l'on va mettre en place un logiciel. Donc là, il parle souvent de services numériques. Donc pas seulement logiciel. Qu'est-ce qu'on va offrir? Et un des points, donc il y en a beaucoup, c'est est-ce qu'il va être utilisable pendant 5 ans minimum? Vous le savez aussi, d'un point de vue humain, lorsqu'on nous dit développer ça rapidement, c'est pas grave si c'est pas de la qualité, de toute façon dans un an plus personne l'utilisera, ça ne motive pas. Ça ne motive pas. On dit de toute façon on va se retrouver à faire de la merde, pourquoi s'investir? Il y a du turnover, il y a des gens qui sont mal à l'aise. L'agile était censé apporter justement cette cohésion, cette envie d'être ensemble, de produire de la qualité quitte à produire moins. Malheureusement, de manière opérationnelle, on peut voir des dérives où l'agile c'est juste on va livrer plus rapidement. On va garder des dates fixes, on va garder des périmètres fixes au détriment de la qualité. Donc vous l'aurez compris, la qualité durable,
C'est vraiment quelque chose au croisement du Green IT, parce que voilà, l'IT for Green, j'aime pas, mais le Green IT, l'éco-conception, évidemment, j'adhère. Le bien-être des créateurs des logiciels, de toutes les parties prenantes qui contribuent à la construction de ces logiciels, et de remettre la priorité sur les utilisateurs. Voilà. Donc, tout ça, c'est très bien, mais là, les trois petits cercles, c'est voilà, c'est joli, mais ça ne nous dit pas exactement ce qu'est la qualité durable. Ce dont on parlait, est-ce que c'est vraiment limité au software? Est-ce que, au final, c'est pas juste du Green IT? Est-ce que l'éco-conception rentre dedans? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Bien sûr, on est là pour ça. Je dirais que la première chose, la chose la plus importante, c'est l'état d'esprit. Marc le disait, hein, on fait énormément de progrès technologiques de plus en plus vite. Je ne reviendrai pas sur les différentes lois qui le définissent très très bien. Mais s'il n'y a pas d'intention sur l'utilisation de cette technologie et sur le développement de cette technologie, voilà, on ne peut pas parler de qualité durable. Et donc c'est avant tout la qualité durable, un état d'esprit qui va faire que l'on va prévoir, on va avoir une vision à 365 des impacts que va avoir notre logiciel ou notre produit technologique. Et on va vraiment adopter un état d'esprit presque agile, hein, qui va se retrouver aussi dans les pratiques, hein, qui peuvent être un peu des enablers sur la façon de penser cette qualité durable. On va passer sur des méthodologies qui vont permettre justement d'anticiper la valeur que l'on crée, d'anticiper aussi l'impact que l'on a, tant fonctionnel que non fonctionnel, hein, l'utilisation des ressources en termes d'équilibre avec la performance recherchée. Et on va du coup être, comme je le disais, dans l'anticipation. Donc encore plus dans la gestion de risques, sur des risques globaux, sur des risques que l'on anticipe avant même de commencer à développer le moindre code. Et on va essayer de limiter ces risques la plupart du temps avec la plus grande simplicité, c'est-à-dire aller à l'essentiel, supprimer des fonctionnalités qui ne sont pas au cœur du besoin et de la solution qu'on souhaite apporter à l'utilisateur, de telle sorte à ce qu'on ait une économie de moyens tant sur la production que sur le maintien en production du logiciel. Okay. Et même dans le faire moins, c'est aussi faire mieux. Il y a tout ce qui était inclusivité, dont on parlait dans le discours d'ouverture. Rendre des choses accessibles, ça reste très, très, très important. Et c'est pas forcément pour uniquement les personnes handicapées. 50% des Américains entre 25 et 34 ans regardent des vidéos avec des sous-titres. Pourtant, 50% des Américains ne sont pas sourds. C'est quelque chose qui a été fait pour des personnes sourdes et qui, au final, sert à tout le monde. Donc, la qualité durable, ça ne va pas être du Green IT, ça va être un peu plus, tu parlais d'anticipation, tu parlais d'éco-conception, de vision à 360. Évidemment, de toute façon, on ne peut plus penser sans penser écologie. Mais ce n'est pas tout. Voilà. Ce n'est pas limité au test. C'est aussi pour ça qu'on fait un groupe de travail pluridisciplinaire. Moi, j'ai ma casquette testeur, je connais un peu d'Agile et autres, mais voilà, à côté d'une personne comme Sylviane, je suis à des années-lumière. À côté des personnes sur Stan, sur certaines organisations, mettre en place, je suis vraiment assez médiocre aussi. Chacun a ses spécialités. On a essayé de monter un groupe de travail parce que ça va au-delà du test. On est sur de la qualité, on est sur de l'humain, on est sur de l'éco-conception. Et un point très important, c'est aussi que on shift sur une vision où chacun a son rôle défini, on va dire, dans le cycle de développement, et puis l'utilisateur derrière dans l'utilisation du produit, vers une responsabilité qui est partagée complètement et une responsabilité qui est individualisée, je dirais. On est tous responsables et donc ça participe à ce mindset aussi de se dire quel va être mon impact et comment je peux contribuer à réduire cet impact. Et au final, voilà, nous on est habitué à travailler sur du software, je dis généralement logiciel, mais en fait ça va aussi au-delà, c'est aussi le hardware qui doit être pensé, qui doit être adaptable.
Il y a quelque chose en fait que j'adore avec les PC fixes, c'est que quand il y a une chose, quand on veut changer quelque chose, on ouvre sa boîte, on va enlever sa carte graphique, on va remettre une carte graphique, on n'est pas obligé de tout changer. Avec les PC portables, avec les smartphones, ces changements sont quand même beaucoup plus complexes. Donc maintenant, j'espère que vous avez mieux cerné ce que c'est le concept de qualité durable et qu'on va pouvoir passer justement à ce deuxième défi. Effectivement défini ou essayé de définir ce qu'était le concept de qualité durable, pourquoi est-ce qu'on devrait mettre en place de la qualité durable, quel est l'intérêt de faire ça, quelles problématiques on essaie de résoudre par la qualité durable. Peut-être que certains thèmes peuvent être évidents, mais on va laisser Marc nous en parler. Bon, au-delà du fait que c'est bien, parce que c'est de la qualité, c'est pas très vendeur, c'est penser aux utilisateurs. Mine de rien, si les utilisateurs sont satisfaits, trouvent de la qualité, ils vont plus aller vers le service que l'on propose. Donc, ça va améliorer notre image de marque en tant qu'entreprise, ça va améliorer nos revenus, ça va améliorer aussi nos dépenses, parce que si on arrive à faire un service de qualité équivalente qui va consommer 5 gigas dans le cloud plutôt que 10 gigas, on va diviser par 2 les coûts de débit. Protéger l'environnement, ça aussi c'est particulièrement important, mais pour ça il faut justement avoir des logiciels qui sont capables de fonctionner sur des terminaux qui sont anciens. Là, je reprends mon exemple de smartphone, d'iPhone de 2017. Mais en fait, toutes les dernières applications, les dernières mises à jour, je peux pas les mettre. Je peux pas mettre les dernières iOS. C'est problématique parce qu'ils fonctionnent encore assez bien. La batterie ne tient plus que 2 jours. Avant, elle tenait 4 jours, mais voilà, c'est quand même assez bien. Ça sert à s'adapter aussi plus facilement. Ça, c'est un des points de vue de l'agile. Mais je pense que de toute façon, vous entendez dans ce discours qu'il y a pas mal de proximité entre qualité durable et l'agile, entre guillemets, by the book, ou l'état d'esprit agile. Et aussi assurer une pérennité. Si vous avez un service et que vous arrivez à le faire durer 5, 6, 7, 8 ans, voire plus, ça va rapporter beaucoup plus que s'il ne dure qu'un an. J'aime beaucoup prendre l'exemple des jeux vidéo. Pourquoi ? Parce que les jeux vidéo, c'est par définition des logiciels inutiles. C'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin pour travailler, on n'en a pas besoin pour vivre, on peut toujours aller faire autre chose. Pour qu'un jeu vidéo fonctionne, il va falloir qu'il soit d'une excellente qualité. Et pour qu'un jeu vidéo fonctionne sur la durée, avec notamment du rétro-gaming ou même des jeux qui vont avoir 6 à 7 ans, c'est les jeux qui ont le plus de succès, c'est les jeux qui vont rapporter le plus, c'est parce qu'il y a la qualité. Breath of the Wild, notamment, Tears of the Kingdom, on a lu des articles qui disaient oui, il aurait pu sortir 1 an avant, mais ils ont fait des phases de tests, d'amélioration pendant 1 an. Mais le jeu était fini 1 an avant. Non, le jeu n'était pas fini 1 an avant. La preuve, ils considéraient qu'il y avait encore besoin d'1 an de travail pour améliorer cette qualité. Et c'est ce qui fait que le jeu est arrivé et a eu énormément de succès. C'est cette qualité. Bon, du coup, on comprend que la qualité durable, elle apporte beaucoup de choses. Elle apporte aussi des choses qu'on n'attendait pas forcément. Quand on pense qualité durable, on peut penser surcoût, considération au détriment de la performance économique. C'est pas vrai. Au contraire, on va simplifier les usages et les pérenniser dans le temps, donc probablement générer peut-être plus de revenus. On a davantage de retours positifs aussi sur l'image de l'entreprise, de l'organisation qui génère ce logiciel, avec un meilleur accueil, une meilleure image auprès des utilisateurs qui est véhiculée maintenant, en plus avec la puissance des réseaux sociaux. On a des problématiques de durabilité, comme le disait Marc, avec des terminaux qui vont pouvoir être utilisés plus tard dans le temps, avec justement des usages de ressources qui sont optimisés et qui permettent de revenir sur un jeu vidéo qu'on n'a pas terminé ou qu'on a aimé et qu'on veut refaire. Et puis, du coup, ça peut aussi permettre de sortir plus vite sur le marché, puisque finalement, on a simplifié notre roadmap, on sort l'essentiel, qui marche bien,
qui est adapté peut-être à plus de terminaux, et on va peut-être en tirer un avantage sur le marché. Et il y a aussi autre chose, avec livrer cette qualité, on va avoir un meilleur engagement des équipes, et du coup, des équipes plus qualifiées, parce que moins de turnover. Quand on regarde les ESN, il y a un coût faramineux qui est mis juste dans en fait, le fait de pouvoir recruter des personnes. Et il y a pas mal d'entreprises qui mettent en avant en disant les gens restent en moyenne chez nous 3 ou 4 ans. Mais si les gens restaient dans les 6 ou 7 ans, ils auraient besoin de faire 2 fois moins de recrutement, et ça ferait aussi des économies d'échelle. Personnellement, je suis quelqu'un qui a beaucoup changé d'entreprise. J'ai jamais changé pour l'argent. Alors il y en a qui le font pour gagner plus, mais j'ai jamais changé pour l'argent, j'ai toujours changé parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui me dérangeait. Voilà. Là, je suis arrivé chez Kestit, j'ai retrouvé un espace que je voulais au niveau certaines qualités hautes. Je suis satisfait, mais c'est pour ça que je suis parti. Et au final, même s'il y a une augmentation de salaire, c'est pas pour le salaire que je suis parti. Donc maintenant qu'on sait vraiment pourquoi mettre en place cette qualité durable, enfin, j'espère qu'on vous a au moins un minimum convaincu. Ensuite, si on n'arrive pas à convaincre le public de la Paris Test Conf qui est adepte de la qualité, qu'il faut mettre en place la qualité durable, c'est qu'on est vraiment mauvais. Comment on fait pour la mettre en place ? C'est par une démarche un peu complète de conseil, vous allez le voir, qui s'apparente à une démarche conseil. Alors, on est sur une démarche de transformation. Cette démarche de transformation, comme je le disais, elle est un peu comme l'agile, par une prise de conscience. On va pas revenir sur le sujet, mais on est sur un état d'esprit qu'il faut promulguer au sein d'une équipe, au sein des utilisateurs également. Et il faut accompagner aussi, comme pour l'agile encore une fois, sur la mise en place des réflexes, sur la mise en place des considérations, sur la mise en place des méthodologies qui vont permettre justement de penser le risque, de penser l'impact et de prévoir justement toute la roadmap des activités à réaliser sur le développement du logiciel et puis sur son maintien en condition, bien sûr, tout au long de son cycle de vie. C'est aussi une communication. Alors, une communication, comme je le disais, à l'intérieur de l'équipe, justement, pour bien aider à la mise en place de cet état d'esprit. C'est une communication aussi auprès des utilisateurs et plus largement des non-utilisateurs, puisqu'aujourd'hui les communications sont relativement ouvertes avec les réseaux sociaux, pour justement mettre en avant cet objectif d'être durable, mettre en avant aussi l'innovation et qu'elle serve au marché. Et bien sûr, au fur et à mesure du développement et de l'utilisation, encore une fois, mettre en place les bons outils de mesure. On peut parler de calimétrie, mais pas que. On verra qu'on a un certain nombre d'indicateurs dans différentes on va dire, thématiques ou catégories, pour, s'assurer que les orientations qu'on a prises correspondent et leurs résultats correspondent à ce qui était attendu, et puis surtout ajuster la trajectoire si il y avait des éléments qu'on n'a pas pris en compte. Et donc, voilà, on est vraiment sur une démarche complète de transformation. Comme pour l'agilité, c'est très compliqué de mettre ça en place tout seul. Souvent, il faut un regard extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de vision extérieure d'accompagnement pour bien mettre en place ces différents éléments. Et cette vision extérieure est d'autant plus importante qu'on est sur quelque chose de complexe. On peut être très bon en agile sur la mise en place de qualité, de bonnes pratiques comme le BDD, mais beaucoup moins au fait des pratiques liées à l'éco-responsabilité ou à certains critères non fonctionnels. Donc, comme tu l'as dit, c'est purement de la transformation. Donc, c'est ce qui peut paraître le plus simple, mais qui s'avère souvent le plus compliqué. Il y a tout ce qui est démarche de quick win avec les bonnes pratiques. Et pour savoir si oui ou non on avance, il va avoir les petits succès, il va avoir les facteurs, il va avoir réussir à mettre en place certains indicateurs, prioriser aussi sur quel axe on veut travailler. Et la communication se fait en interne, peut se faire aussi en externe, mais l'interne, c'est vraiment le plus important. Et c'est vrai qu'on peut être amené à avoir souvent des communications qui se font uniquement sur une communication externe,
Et c'est là qu'on parle, par exemple, de greenwashing. Alors ensuite, on a parlé justement de ces indicateurs. Comment est-ce que globalement on mesure la qualité durable? Est-ce que on sait mesurer la qualité durable? Quels sont les indicateurs qu'on utilise? Voilà. Dans la qualité durable, il y a l'éco-responsabilité, c'est assez complexe à calculer. On fait souvent référence à l'ADEME en France, et aussi la partie humain. Ouais. Mesurer la satisfaction, mesurer si les personnes sont plutôt contentes. Vous savez très bien que les indicateurs de satisfaction sont assez mauvais. Hein. C'est ouais, vous êtes content, veuillez nous noter. Attention, si vous mettez 8, c'est que vous n'êtes pas content. Donc il faut mettre minimum 9 ou 10. Je sais pas, moi quand j'avais 8 sur 10 à l'école, j'étais plutôt content. Là, j'ai passé une certification hier, j'ai eu 75%. Je suis à moins de 8, je suis mauvais. Bon, ils m'ont quand même donné la certification. Mais voilà. Donc, faut faire attention avec ces indicateurs. Il faut avoir des indicateurs sur différents éléments, vu qu'on veut travailler sur plusieurs axes. Les parties prenantes. Donc, les parties prenantes, le business, l'équipe de développement, au sens Scrum Guide, donc les testeurs, les ops, les analystes, les développeurs aussi, ils participent. Les utilisateurs, voilà, donc on peut avoir une satisfaction utilisateur, on peut voir les usages utilisateurs, on va mettre en place, par exemple, certaines fonctionnalités, je le disais pour l'accessibilité, va voir, ok, est-ce qu'elles sont utilisées, est-ce que c'est apprécié, comment c'est utilisé, que ça va être. Il y a pas mal de techniques d'élucidation avec des questionnaires quantitatifs, avec des questions fermées, des questionnaires qualitatifs, avec des questions plus ouvertes, qui vont permettre d'avancer là-dessus. Et tout ce qui est critères liés à l'environnement, les consommations de ressources, est-ce que sur quels terminaux on fonctionne, quels vont être les temps de réponse, le CO2 consommé. Donc voilà, ça va aussi dépendre, tout ça avec la transformation, de ce que l'on veut mesurer, ce que l'on veut améliorer en priorité. On ne peut pas mener toutes les batailles de front, donc il faut en choisir quelques-unes. Mais ça, de toute façon, vous le connaissez, parce qu'on parle de transformation, on parle de mesurer, de montrer l'intérêt de quelque chose qui, au final, on ne voit pas forcément tout de suite les résultats. Ça ressemble quand même beaucoup au test. Hein. Donc, voilà. Donc, on a compris que pour bien suivre cette qualité durable, il fallait mettre des indicateurs. Alors on avait fait à l'époque une belle présentation sur les indicateurs, et moi ce que j'en retiens, c'est qu'on ne va pas prendre d'indicateurs qu'on ne peut pas suivre, et on ne va pas prendre d'indicateurs qu'on ne souhaite pas suivre et qui ne nous apportent pas de la valeur. Ça, c'est assez important. Et il faut vraiment bien définir du coup ces objectifs pour pouvoir définir les indicateurs et les suivre. Alors, ces indicateurs, on va le voir en diverses formes. On va en prendre quelques exemples dans le prochain slide. Ouais, parce que là, en fait, on va changer un peu la structure de la présentation. On n'arrête pas de vous parler des indicateurs. On va vous donner quelques exemples. Alors, c'est pas forcément les meilleurs. C'est une indication d'indicateur. Alors, on ne va pas forcément passer sur tous. On va peut-être passer sur ceux qui nous prennent un peu plus au trip. Alors, il y en a un qui est un peu évident, mais qui est très important pour moi, c'est le Green IT. Pourquoi ? Parce que il est très mesurable. Hein. L'idée, c'est d'appuyer par le logiciel, on va dire, le retour, le feedback qu'on peut avoir sur son logiciel. Bon, on peut imaginer dans cette catégorie plusieurs types d'indicateurs. Ce qu'on sait très bien faire aujourd'hui, c'est savoir quel est l'overload entre guillemets de données qu'il y a sur un flux. On sait exactement aussi calculer, on va dire, l'impact CO2 sur un code et notamment la complexité qu'il peut avoir versus son bon affichage pour l'utilisateur. La taille du logiciel aujourd'hui aussi, c'est une vraie problématique. On parlait des jeux vidéo. Aujourd'hui, le progrès technologique fait qu'on compresse plus grand chose, et donc on a des logiciels qui sont énormes. Le Diablo 4 90 Go, j'ai dû aller chez un pote qui avait la fibre pour pouvoir le télécharger, sinon je mettais une semaine à le télécharger chez moi, quoi. Donc, moi j'aime beaucoup l'inclusivité, j'ai donné l'exemple pas mal. Alors c'est peut-être parce que j'ai beaucoup échangé avec Antonio Ferreira,
C'est lui qui avait fait la présentation avec Nicolas Lègle sur l'automatisation des tests d'accessibilité à la JFTL et qui avait remporté le prix de présentation préférée de la JFTL 2022. Je trouve ça particulièrement important parce qu'on y est tous sujets à un certain moment. Le bruit parasite, le soleil au niveau de l'écran, pouvoir faire des choses au clavier, parce qu'on n'a pas forcément de souris, parce que moi les pads, c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Donc ça, c'est bien, il y a tout ce qui va être ergonomie, les terminaux qui vont fonctionner, le fait de ne pas consommer trop. Ouais, c'est vraiment des choses importantes, tout comme tout ce qui va être lié aux utilisateurs. La satisfaction, l'ancienneté des utilisateurs. Est-ce qu'on est obligé toujours d'aller chercher des nouveaux utilisateurs pour garder un volume? Est-ce que nos utilisateurs sont actifs? Est-ce qu'ils ne sont pas accros non plus? C'est des choses, il faut faire attention. Est-ce qu'on amène nos utilisateurs là où il faut? Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Facebook avec Francis Haugen, qui disait qu'en fait, il poussait les jeunes adolescentes vers l'anorexie avec leur algorithme, juste parce que ça faisait qu'elles étaient plus présentes. Voilà. Moi, j'aime bien aussi la thématique de la pérennité. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de très direct sur la pérennité. Hein. On parle tout de suite du coût de maintenance, de la pérennité du code, la pérennité aussi des terminaux sur lesquels on va utiliser en fait le logiciel. Donc ça paraît assez évident, mais on ne parle pas forcément de la capacité à maintenir grâce à une documentation à jour. Et souvent, on se retrouve sur des projets, voire toujours avec une documentation incomplète et qui ne permet pas justement quand on change d'équipe complètement, d'avoir une stabilité, on va dire, sur la connaissance et la maintenance de l'application. Et on va souvent choisir à un niveau DSI de tout refaire parce que ça coûte moins cher sans forcément mesurer les impacts. Ouais, je pense qu'on a tous vécu ça. Hein. Ah non, cette partie-là, on touche pas parce que on a perdu la connaissance, c'est trop compliqué. Voilà, moi j'ai eu comme ça des discours lunaires. Il y a un gros bug sur la recherche. Si on cherche le nom pile de l'hôtel, ça marche pas. Donc remonter utilisateur, je remonte et on fait non, on touche pas parce qu'en fait c'est un fuzzy search avec de l'intelligence un peu artificielle des algorithmes. On ne sait plus comment ça fonctionne, ça a été fait il y a longtemps, donc on ne touche pas, ou si on corrige le bug, on demande au client de payer pour une nouvelle fonctionnalité. Moi je me retrouvais à devoir dire ça aux clients, j'étais pas très à l'aise. Autant il y a des fois les clients, quand j'étais en support, je disais ouais c'est bon, le truc c'est comme ça, on vous a prévenu que c'était pas la même chose que l'ancien logiciel. Autant là, ouais le truc il marche pas, mais si vous n'êtes pas content, payez. Ouais. Donc voilà, on a parlé les indicateurs, la transformation, mais au final, qui fait quoi? Qui peut apporter quoi en fait dans cette qualité durable? Quelles sont les différentes responsabilités? On aime bien avoir des rôles. Alors, les rôles, de toute façon, c'est jamais vraiment exactement comme une matrice RACI, mais ça permet d'avoir des idées. Qui est impacté? Voilà. Et moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, à part vous sensibiliser et discuter devant autant de personnes? Quand on parle de transformation, on parle souvent de RACI, de rôle et responsabilité. Dans la qualité durable, en fait, on a une relation tripartite. On a parlé des parties prenantes tout à l'heure, donc tous les membres de l'équipe de développement, alors au sens large, au sens agile, hein, que ce soit le développeur, le testeur, que ce soit aussi les personnes qui sont à l'origine du besoin, je pense aux product owners, que ce soit les personnes qui soient sur l'encadrement de la méthode, des Scrum Masters ou des coachs. Tous vont avoir leur rôle à jouer entre guillemets sur la prise de conscience et sur la mise en place des différentes utilisations. L'utilisateur, très important, il va être à la fois influencé par la volonté ou l'intention mise dans l'application, mais lui aussi va aussi être porteur de feedback sur tout ce qui peut dysfonctionner, bien sûr en termes de qualité, mais aussi sur l'impact que peut avoir l'application sur sa vie au quotidien, hein, et puis sur les impacts environnementaux. Et par rapport à l'utilisateur, et aussi ses choix de consommation, c'est rare maintenant d'avoir un seul logiciel ou un seul service pour répondre à une problématique. Donc on peut faire des choix par rapport à cette qualité durable. Et on a enfin les non-utilisateurs. Alors on ne pense pas forcément
directement à eux, mais ils sont impactés indirectement au moins par l'utilisation du logiciel. On peut penser notamment à tous les gens qui sont sur un réseau. On va avoir potentiellement des conséquences ou des impacts sur un réseau dès lors qu'on va utiliser une application. Quand bien même d'autres utilisateurs ne seraient pas sur ce réseau, ils en vivent peut-être des impacts sur la performance globale du réseau, sur d'autres usages, sur d'autres applications. Et donc il faut aussi penser à ces non-utilisateurs. Ouais, les non-utilisateurs, c'est assez important. Personnellement, j'ai pas Facebook. Et c'est vrai que donc j'ai eu la chance de ne pas avoir ce problème. N'importe qui pourrait parler de marque, mettre des informations sur marque Shane sur Facebook. À l'insu de mon plein gré, ça pourrait être faux, ça pourrait être vrai, ou des personnes qui me prendraient en photo dans une situation inconfortable où j'aurais pas envie de faire et autres, et qui en parleraient. Donc voilà, faut faire attention à ces impacts aussi, parce qu'en fait le logiciel est vraiment global maintenant. Donc les non-utilisateurs sont touchés. Donc, à notre échelle, en tant que testeur, on peut sensibiliser, on peut parler du sujet. On est lanceur d'alerte, on contribue à des actions que l'on veut mettre en place, donc y aller par petits pas. On peut être force de proposition, il y a la sensibilisation, il y a aussi nos choix de consommation. Tout le monde va être impacté à un moment ou à un autre, de ce que j'ai compris. Il faut vraiment mettre des indicateurs encore là. Alors attention, les indicateurs, il ne faut pas trop les multiplier non plus. Il ne faut pas avoir un objectif pour un indicateur en particulier. C'est vraiment des ensembles qu'il faut regarder. Et voilà, on ne peut pas se dire que on ne peut rien faire. À notre échelle, il y a toujours quelque chose qu'on va pouvoir faire. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais moi, la métaphore du colibri, qui était pas mal utilisée par Pierre Rabhi, est quelque chose qui me parle. C'est pas parce qu'on va faire que 1% qu'on va pas devoir travailler, travailler dessus. C'est pas parce que j'ai pas beaucoup d'influence, je suis stagiaire ou je suis nouveau dans l'entreprise que je peux pas apporter des connaissances. De toute façon, partout dans la salle, vous êtes tous meilleurs que moi sur plein de domaines. Donc c'est ensemble qu'on peut faire avancer les choses. Du coup, on a parlé de ce qu'était la qualité durable, on a parlé de comment on la mesurait, on a parlé des rôles, des responsabilités, mais en fait, c'est quand le bon moment pour mettre en place de la qualité durable? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où c'est trop tard? Si mon application elle est là depuis 30 ans, j'ai beaucoup trop de choses à faire pour qu'elle soit durable, en fait. Alors déjà, si l'application est là depuis 30 ans, c'est qu'elle a pas mal duré, donc bravo. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme la qualité ou un peu comme le changement climatique ou toutes les problématiques un peu complexes. Il faut commencer au plus tôt. Vraiment, c'est comme le test. La qualité, donc la qualité durable, c'est des choses qu'il faut mettre en place au plus tôt. Cependant, donc quand je dis au plus tôt, c'est quand on va penser au logiciel, quand on va penser aux fonctionnalités, quand on va penser à ce que l'on veut mettre d'un point de vue fonctionnel, comment on va rendre accessible, comment on va consommer, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est là où on est le plus efficace. Cependant, il n'est jamais trop tard. Quand vous arrivez avec une voiture que vous allez rentrer dans le mur, si vous arrivez à 15 mètres en disant il y a le mur, ça ne peut rien de freiner, je vais me le prendre, il vaut quand même mieux se prendre le mur à 40 km/h qu'à 110. Donc freinez quand même, conseil. Sinon, c'est tout au long du cycle de vie, cette qualité durable. On peut avoir quelque chose de qualité initialement qui va se dégrader au fur et à mesure du temps. Donc là, attention, on est dans des écosystèmes vivants, on est sur un contexte mouvant. Les tests dépendent du contexte, la qualité aussi. Et il va falloir prioriser ses actions. On ne peut pas tout mener d'un coup, donc il va falloir aller plus loin. Par rapport au plus tôt, je pense que vous avez souvent entendu parler de security by design et plein de choses by design. Nous, on aime bien parler de durable by design. Ça vous fait encore quelque chose? C'est un peu un anglicisme. Alors c'est vrai que d'habitude, j'utilise pas trop d'anglicisme avec la taverne du distilleur. Mais là, c'est quand même pas mal. Et quand ça passera en anglais, ça sera plus durable by design. Pour les anglais, ça sera sustainable by design.
Voilà. Bon, moi, ce que je retiens, c'est globalement que la qualité durable, c'est un effort de chaque instant. On part peut-être d'une conception, une éco-conception, une conception durable au départ, mais si on ne met pas un peu d'effort tout au long du cycle de vie de l'application, en fait, on va peut-être tomber dans des travers sur une sous-optimisation des ressources qui seront de plus en plus consommées de façon croissante. Et du coup, si on veut maintenir le cap, voilà, il faut maintenir en fait vraiment une gestion de risque, une gestion des impacts de tout instant, quoi. Donc, quand c'est bien, mais on est dans un monde globalisé. L'industrie, les services numériques, des logiciels. Je pense que voilà, vous avez, pour un grand nombre d'entre vous, été amenés à travailler avec des personnes qui sont pas forcément avec vous, avec le télétravail, des personnes qui peuvent être à tout hasard en Inde, en Chine, au Maroc, en Tunisie. Il y a beaucoup de testeurs au Maghreb, dont Emna Yadi qui était au Maghreb et qui est avec nous aujourd'hui, qui fera une belle présentation tout à l'heure. Donc c'est bien de savoir quand, mais il faut peut-être se demander où on va le faire, parce que où on va localiser ces développements pour être durable. Est-ce que c'est bien d'avoir quelque chose follow the sun et autres, où mettre ces serveurs? On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent des serveurs pour conserver dans des milieux très froids au nord de l'Europe. Est-ce que ça va être compatible avec des normes, parce qu'il y a de la réglementation? Quel partenaire aussi prendre? Parce qu'on entend souvent parler, alors c'est souvent dans le bâtiment et le textile, avec des prestataires, et avec quelqu'un au bout de la chaîne. Et quelle localisation, en fait, au final, on va être amené à prioriser pour faire de la qualité durable? Donc il faut prendre plusieurs paramètres en compte. On a parlé de la proximité, c'est peut-être quelque chose d'assez important. L'idée, c'est de réduire la chaîne au maximum et de regarder de bout en bout en fait ce que l'on va produire comme CO2, ce qu'on va faire produire comme impact en fait sur les humains et sur l'environnement. On parlait tout à l'heure des téléphones portables. Alors on dit souvent, oui, j'essaie de réduire mon rachat de téléphone portable le plus tard possible, au bout de 4, 5, 6 ans. On pense souvent au processus de construction, on ne pense pas forcément aux ressources qui ont été minées pour produire votre batterie, pour produire les différents composants. Aujourd'hui, on est sur en plus un sujet pour le coup vraiment humain, puisque la plupart des mines sont au Congo. Pas beaucoup d'autres ressources en fait, notamment pour le cobalt ou d'autres ressources, et on voit bien que l'impact humain et là il est profond et il change des vies, puisqu'on a des familles entières qui sont dans ces mines dans des conditions qui ne sont pas forcément très bonnes pour vivre et avoir une espérance de vie longue. Donc cet exemple un peu frappant, et penserez à moi quand vous prendrez vos antidépresseurs ce soir, mais voilà, pour dire qu'on peut aussi essayer de rationaliser, alors pas toujours, sur ce problème en particulier il faudra trouver une solution long terme, mais on peut essayer de rationaliser au travers de la localisation effectivement des ressources que l'on utilise, de l'hébergement comme le disait Marc, pour vraiment optimiser et réduire la chaîne de valeur pour justement réduire ou maîtriser les impacts que l'on peut avoir, encore une fois sur l'environnement, c'est ce qui nous parle le plus, ce qu'on nous véhicule dans les médias, mais surtout sur les humains, comme on le voyait. Puis on a maintenant aussi des normes européennes notamment, qui commencent aussi à régir ces sujets et qui ont vocation à aider justement les entreprises à avoir cette prise de conscience et cette considération dans leur stratégie. Et ça aussi, les normes, ça peut être un facteur de décision. J'ai eu un problème avec mon ancienne messagerie Outlook. Outlook a décidé de couper ma messagerie sans raison. J'ai réussi à avoir le support. Le support m'a dit c'est les robots qui vous ont bloqué. D'accord. Et quand est-ce que je récupérerai ma messagerie? Bon, on ne sait pas, c'est les robots qui décideront. C'était au moment où je devais faire ma déclaration d'impôt et tout passer par mon mail.
J'étais super content. J'ai pas pu faire mes impôts. Donc au bout d'un moment, et parce que j'ai de la chance d'avoir de la visibilité sur LinkedIn, j'ai un contact qui m'a contacté qui a levé le ticket en interne. Donc ils ont résolu le problème. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai changé de service numérique. Je suis passé chez un nouveau fournisseur qui s'appelle Mailo, un ancien de Lilo. Oui, je paye 24 € pour 5 comptes mail. Mais il y a la RGPD, il n'y a pas de pub, il y a pas mal de choses qui font que ça va être plus durable et plus respectueux et j'ai plus confiance dans le fait de conserver mes mails. Parce que c'est vrai que pour moi, en fait, ma boîte mail, ça faisait partie de mon identité, il n'y avait aucune chance qu'on me le supprime et c'est pourtant ce qui est arrivé. Voilà. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a tout ce qui va être notion de proximité. Ensuite, même si on travaille avec des personnes à distance, on va essayer d'éviter de les faire voyager trop souvent. C'est beaucoup un système d'optimisation parce qu'on va être sur des problèmes complexes, multifactoriels, essayer d'identifier les différents facteurs pour essayer d'aller au mieux, tout en respectant ces normes. Les serveurs de la RGPD, ils doivent être en Europe. C'est protégé par l'UE. Il y a la protection des ressources, c'est pas quelque chose qu'on en a forcément avec d'autres éléments, donc c'est très bien aussi de garder ça en tête. Et la localisation, on peut se poser des questions, on n'est pas obligé d'être tous à Paris. De toute façon, là, dans l'organisation, 10 personnes présentes, j'en connais un qui est plutôt vers Strasbourg, quelqu'un d'autre qui est plutôt vers Rennes, Nantes. Il y a pas mal de personnes qui justement ne sont pas sur Paris, ou sont sur Paris parce qu'on leur a demandé d'être présents sur Paris, mais qui pourraient bien être là. Voilà. Bon, alors là, on a fini avec les défis. On vous propose une petite conclusion pour résumer tout cela. Alors, la qualité durable, on l'a compris, c'est de l'optimisation constante. Alors, on a beaucoup parlé de choses très concrètes sur des fonctionnalités, sur aussi la façon dont on peut transformer et fédérer une équipe autour de certaines valeurs et un certain état d'esprit. C'est aussi quelque chose qui va optimiser la qualité non fonctionnelle. Et comme on l'a dit, permettre via la simplification, permettre parfois un avantage, une meilleure utilisabilité, meilleure performance, parce qu'on va aller à l'essentiel. L'enjeu est quand même derrière de créer de la valeur. C'est ce qu'on a montré, qu'on a essayé de montrer, j'espère qu'on a réussi, mais au travers de cette présentation. Et cette valeur, elle n'est pas uniquement pour l'utilisateur final. Elle est aussi pour l'équipe de développement, les fameuses parties prenantes. Elles vont aussi retrouver du sens par rapport à ce qu'elles font au quotidien, avec un peu de prise de recul sur l'impact justement de ce qu'elles peuvent produire et l'intégrer un petit peu dans leur vie du quotidien et du coup pouvoir trouver vraiment ce sens là où parfois on a tendance à se déconnecter entre guillemets, à être en pilote automatique par rapport à des tâches de développement, des tâches de qualité. Là, on va vraiment avoir un critère supplémentaire qui va, je trouve pas de meilleur mot, mais donner du sens vraiment à ce que l'on va faire. Ouais, donner du sens, c'est très bien. Et on est vraiment sur une notion de créer de la valeur. Voilà. C'est mieux d'avoir une chose de bonne qualité dont on va pouvoir se servir pendant longtemps que multiplier. Moi, j'ai eu ces problèmes-là avec les smartphones. Je prenais des smartphones premier prix. Au bout d'un an, ils étaient inutilisables. Il y a 3 ans, j'ai pris un téléphone plus cher. Mais ça fait 3 ans que je l'ai. Donc, ça veut dire que j'ai utilisé un téléphone là où j'en avais utilisé 3 avant. Donc, au final, même, il m'est revenu moins cher. Et encore, je l'utilise et je pense le garder encore quelques années. Voilà. Et donc, cette valeur, vous avez compris, le but, c'est de la créer, certes, mais surtout de la maintenir sur la durée, comme on peut le voir au travers des différents principes qu'on vous a présentés, notamment sur l'économie des ressources, notamment sur la durabilité des logiciels et des terminaux, pour vraiment justement que cet impact soit durable, quoi.
Donc on vous a pas mal parlé et fait d'analogie avec l'agile ou de parallèle. Donc la qualité durable, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit sur lequel va s'appuyer des bonnes pratiques, une pensée à long terme. C'est ça la durabilité, c'est le long terme. Et on va penser à l'humain. Voilà. Donc les non-utilisateurs, les équipes de dev, et tout ça en fait, ensemble, ça va nous permettre d'avoir ce socle de qualité durable et ce toit. Mais attention, on va essayer d'éviter tout ce qui est effet greenwashing ou durable washing. Parce que la qualité durable, ça ne se décrète pas. Vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, c'est bon, on fait de la qualité durable. Non, au contraire, effectivement, comme on l'a vu, c'est des actions très concrètes au quotidien, une prise de recul constante et vraiment un état d'esprit qui doit être continu et pas juste des actions push pour se créer une image ou avancer dans le politiquement correct, entre guillemets, par rapport à une opinion. Les formations et conférences, ça ne suffit pas. Stan et moi sommes insuffisants. Là, pour vous. Vous êtes sensibilisés, mais une sensibilisation seule ne suffit pas. Et même pour nous, nos actions, sensibiliser, c'est bien, mais c'est insuffisant aussi que l'on fasse que ça. Ouais. Je pense qu'on est, j'oserais dire, suffisamment informé. Maintenant, il est temps d'agir. Donc l'objectif, c'est vraiment de ne pas dire qu'on est durable, mais de faire de la durabilité au quotidien. Voilà. Et voilà, ce n'est pas quelques actions que l'on va mettre en place qui vont faire que c'est de la qualité durable. C'est quelque chose d'assez complexe, hein, multifactoriel. Donc, ouais, comme on le dit, hein, c'est un état d'esprit constant, une philosophie et quelque chose sur lequel on est en droit de se challenger en tant qu'équipe pour se pousser justement à prendre plus de recul, à mieux gérer les impacts, mieux gérer les risques. Et cette qualité durable ne va pas se limiter à un seul axe, même si on vous a dit qu'il fallait prioriser les axes et les actions à mettre en place. Oui, pour que ça fonctionne, il faut un plan, mais ça ne veut pas dire que ce plan ne doit pas être ambitieux et on doit avoir cette vision 365 et se dire, voilà, j'ai un impact effectivement environnemental, mais j'ai un impact aussi sur les humains, j'ai un impact aussi sur les pratiques dans mon équipe de développement, et donc il faut prendre tous ces critères en considération. Donc voilà, au final, on a quand même de très nombreux défis au niveau de la qualité durable. On vous a présenté quelque chose qui ressemble beaucoup au 6W, sauf que nous, on a décidé d'en faire 7, avec tout ce qui est lié au développement, la gestion des ressources, transformation de pratiques, l'état d'esprit. Le changement d'état d'esprit, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, tous les coachs agiles vous le diront, enfin j'espère, et une vision globale. Et on est sur une nécessité, malheureusement. Notre progrès technologique un peu effréné nous a mis aussi dans une situation où on a aujourd'hui des enjeux à résoudre, des enjeux qui concernent l'environnement, la planète, des enjeux qui concernent aussi la société et comment est-ce qu'on veut voir l'humain évoluer pour les années à venir et globalement la qualité de vie de tous les utilisateurs de logiciels et de tous les humains sur Terre, parce qu'aujourd'hui on ne trouve plus beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas touchés par le logiciel. Voilà. Et ça, c'est seulement avec une action du plus grand nombre qu'on va pouvoir y arriver, notamment avec la modification de nos pratiques en tant qu'acteur du logiciel, mais en tant qu'utilisateur aussi. C'est aussi, du coup, comme on l'a dit, la mise à l'échelle va se traduire par des actions individuelles au niveau de chacun. Donc, il faut collectivement qu'on modifie nos pratiques, mais aussi individuellement, qu'on commence. Moi, à titre individuel, je suis testeur. Comment est-ce que demain matin d'ailleurs, comment est-ce que je peux faire en sorte que ma stratégie de test va mesurer l'atteinte de certains objectifs? Et être force de proposition, très important. Être force de proposition et être à l'écoute des propositions. Voilà.